Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Les Britanniques votent aujourd'hui pour des élections locales, 124 municipalités sont à renouveler et des élections régionales. Les Londoniens votent, mais également les Écossais, les Gallois ou encore les Irlandais du Nord. Un scrutin à quelques semaines du référendum pour ou contre le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, ce sera le 23 juin. Le parti du Premier ministre britannique David Cameron va-t-il être sanctionné après l'affaire des Panama Papers? Le chef du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, joue-t-il aujourd'hui sa survie politique? Londres aura-t-elle un maire musulman? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités. Avec vous, Ben Riquet, bonsoir. Vous êtes responsable du Parti travailliste à Paris. Avec nous, toujours à Paris, en plateau, Christopher Gillison, bonsoir. Vous êtes professeur de civilisation britannique et irlandaise à l'université de Caen. Catherine Mathieu, bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Et dans ce débat, eh bien, nous serons en direct d'Édimbourg avec Cameron Buchanan. Bonsoir. Vous êtes député conservateur au Parlement écossais. Alors avant de commencer ce débat, eh bien, on va écouter, si vous le voulez bien, ces paroles de londoniens et puis on en parle ensuite. La question des loyers est essentielle. Ils doivent être abordables pour tout le monde, pas seulement pour une minorité de personnes. Essayer de garder les Londoniens à Londres serait une bonne chose. Je suis née et j'ai grandi ici et ce serait bien de pouvoir vivre ici encore pendant longtemps. Il faut construire plus de stations et de lignes de métro afin que les gens puissent vivre loin de Londres et y venir pour travailler. Selon moi, c'est la meilleure façon de régler la crise du logement. Christophe Gillison, quels sont les enjeux de ces élections ? Alors les élections de Londres, il s'agit donc de désigner un nouveau maire puisque Boris Johnson a décidé de ne pas se représenter pour un troisième mandat. Et les enjeux relèvent essentiellement, me semble-t-il, de la vie quotidienne des Londoniens. Le problème du logement est un vrai problème à Londres. Les prix sont absolument astronomiques et les gens ont le plus grand mal à se loger dans des conditions correctes. Ils sont obligés soit de s'éloigner énormément avec un temps de transport très long, soit de payer des fortunes pour des surfaces très restreintes. Donc ça, c'est l'un des enjeux clés, les transports également. Et d'ailleurs, on note que les deux candidats ont des positions assez similaires sur ces questions-là. Ils sont conscients des préoccupations des électeurs. Après, par rapport aux candidats, je crois qu'on a deux profils très différents. Alors, on rappelle à nos téléspectateurs, donc il y a Sadiq Khan, qui est donc ce maire d'origine pakistanaise, et puis de l'autre côté, Zach Goldsmith, qui est le fils, on connaît, du milliardaire Jimmy Goldsmith. Donc ça, ce sont ces deux hommes qui s'opposent et qui espèrent prendre la succession de Boris Johnson. Tout à fait. Donc ça, c'est l'un des enjeux, c'est la mairie de Londres. Mais après, il y a également des élections régionales, et là, il y a d'autres enjeux. Absolument. Le Royaume-Uni est de moins en moins uni depuis quelques années, quelques décennies. Et donc, il y a des élections distinctes dans les trois régions celtes, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et là, les enjeux pour les électeurs sont très différents. En Écosse, on le sait, le référendum de 2014 sur l'indépendance n'a pas abouti à l'indépendance. Mais les indépendantistes risquent fort d'être reconduits au pouvoir. Et s'ils ont des résultats suffisamment probants, ils auront un argument pour demander un nouveau référendum dans un avenir proche. En Irlande du Nord, il y a un processus de paix en cours depuis 1998 avec le partage des pouvoirs entre les unionistes et les nationalistes, protestants et catholiques si vous préférez. Et donc là, ils seront vraisemblablement reconduits également. Mais ce sont des débats qui sont des débats à part, singuliers, qui ne sont pas des débats nationaux à proprement parler. Qui ne sont pas des débats nationaux, mais malgré tout, il y a quand même des enjeux nationaux, en tout cas sur les personnes et les chefs de file des partis. Ben Riquet, par exemple, vous, le chef de file du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, lui, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il joue sa survie politique? Parce qu'il est déjà très contesté au sein même de son parti. Et s'il fait de mauvais résultats à ces élections, est-ce que sa tête peut être coupée? Je dirais non. Je crois qu'on est assez tôt dans sa mandature, donc ça fait que une année, presque une année depuis qu'il a été voté à la tête du parti. Donc je dirais que non, je trouve que le parti est en reconstitution, en reconstruction. C'est peut-être une première signe d'un renouveau dans le parti si les travaillistes gagnent Londres. Je pense que par contre les enjeux en Écosse et au Pays de Galles sont très différents. Là on voit la confirmation d'une tendance historique des partis donc nationalistes de gauche qui se rejoignent et qui
prennent des voix, très clairement, au Parti travailliste. Et c'est une tendance qui nous fait mal, très clairement, et avec lesquelles je pense que Corbyn a des chances de réussir peut-être à mieux réunir, mieux rassembler avec ces partis, parce qu'il est plus proche d'eux en termes de ligne politique. Cameron Buchanan, donc vous êtes plutôt confiant, en tout cas, quant à l'avenir de Jeremy Corbyn. On posera la question ensuite à Catherine Mathieu. Mais Cameron Buchanan, vous qui êtes issu du parti du conservateur David Cameron, on ne peut pas dire que ça va très bien non plus pour le Premier ministre, qui a été mis en difficulté, notamment après l'affaire des Panama Papers, et qui a perdu beaucoup de points dans les sondages très récemment. Sa cote de popularité qui s'est effondrée. Est-ce que vous ne craignez pas, avec cette affaire des Panama Papers, que les électeurs britanniques le sanctionnent dans les urnes? Oui, je crois quand même. Il se sanctionne dans les urnes, mais pas en Écosse, parce que les conservateurs en Écosse sont en ascendant. Et c'est les Labour, les travaillistes qui sont en descente. Et nous espérons d'être le deuxième parti dans le Parlement d'Écosse, régional d'Écosse, après le SNP maintenant. Et normalement, Cameron, dans la campagne électorale, maintenant, Cameron a eu... les gens, ils n'ont pas parlé de David Cameron, ils n'ont plus parlé du référendum sur le marché commun. Catherine Mathieu, est-ce que on va parler évidemment après de la mairie de Londres, parce que nous ici en Europe, c'est ce qui nous intéresse beaucoup, et puis c'est toute une histoire aussi, Sadiq Khan ou le fils de Jimmy Goldsmith, mais on voudrait quand même connaître aussi les enjeux quand même de ces élections, et est-ce qu'aujourd'hui l'enjeu c'est aussi la survie politique à la fois de David Cameron et de Jeremy Corbyn? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça, parce qu'effectivement... aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont très très différents au niveau local, comme ça a été dit à l'instant. Par exemple, au niveau de l'Écosse, l'enjeu pour les conservateurs, c'est de regagner des sièges. Les conservateurs ont vraiment été laminés lors des précédentes élections. Et effectivement, la possibilité de pouvoir prendre la deuxième place derrière le Parti national écossais. Donc ça, c'est un enjeu très spécifique. À Londres, il y a une problématique qui est très très différente, qui est vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, il y a des enjeux en termes de logement, en termes de transport, en termes d'environnement. Et là, les deux candidats, en fait, principaux, travaillistes et conservateurs, sont vraiment positionnés sur les mêmes thèmes et en fait ont des programmes qui sont quasiment Alors qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui distingue Sadiq Khan finalement de Zach Goldsmith? Je dirais en tout cas sur le plan économique, à la lecture de leur programme, quasiment rien. Quasiment rien. C'est vraiment très étonnant, cette proximité des deux programmes. Et donc, en fait, on a bien vu d'ailleurs dans la campagne, les enjeux se sont déplacés sur des questions tout à fait autres, plus effectivement sur l'origine familiale des candidats, sur leur religion, mais pas du tout sur les programmes qu'ils défendaient. Et donc, dans cette campagne, on a, je crois, finalement, pour répondre à votre question, peu d'enjeux pour les conservateurs ou pour les travaillistes au niveau national, mais beaucoup d'enjeux au niveau local. Au niveau local, et justement Londres, Christophe Guildissen, est-ce qu'on peut dire que c'était quand même une campagne sale, très sale, ce qui s'est passé, que ce soit à Londres, mais que ce soit également dans le camp conservateur? À Londres, parce que Sadiq Khan a été accusé d'avoir flirté avec les milieux islamistes radicaux. Alors peut-être que c'est vrai, je ne sais pas, vous allez me le dire. Et puis il y a eu également des discours antisémites du côté du camp du côté du camp travailliste, pardonnez-moi, et notamment du côté de Ken Livingstone, l'ancien maire de Londres. Oui, c'est une campagne sale. Disons, la fin de la campagne a été assez désolante, assez navrante, il faut bien le dire. C'est des choses, mais c'est lié aussi à une certaine stratégie dans la mesure où le candidat travailliste Sadiq Khan est très largement en tête d'après les sondages. Les conservateurs n'ont pas hésité à mettre les mains dans le cambouis, à faire une campagne assez sale pour essayer de le déstabiliser, grignoter des voix. C'est vrai que ça c'est navrant, ça c'est regrettable, mais ça fait partie de la vie politique. Juste pour revenir sur la situation de Jeremy Corbyn et ses élections, effectivement, il a été élu très récemment, il y a moins d'un an, et il a été élu avec une très large majorité. Donc, pour l'instant, sa situation, me semble, n'est pas précaire. Il restera dirigeant pendant quelques temps. En revanche, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qui se passe en Écosse, comme ça a été évoqué. Il y a un duel entre les travaillistes et les conservateurs. Les travaillistes sont en deuxième position, et traditionnellement, l'Écosse a toujours soutenu les travaillistes. Si jamais il passait en troisième position derrière les conservateurs, ça affaiblirait beaucoup la stratégie de Jeremy Corbyn parce qu'il est il est positionné très à gauche. Et l'argument, c'est si les Écossais ont abandonné les travaillistes pour les indépendantistes, c'est parce qu'ils n'aimaient pas le travaillisme proposé par Tony Blair, les modérés. Donc Corbyn prétend pouvoir rallier ses électeurs écossais. Et donc là, la place des travaillistes sera très importante. Ben Riquet, quand même, comme sur cette campagne très délétère, pourquoi ces discours antisémites, notamment d'une partie de l'aile gauche du parti travailliste, je le disais, l'ancien maire de Londres, Ken Livingstone,
Stone, hein, qui a eu des propos juste surréalistes, qui a dit d'ailleurs, je crois que Hitler était sioniste. Comment expliquer ça? Comment expliquer ce discours antisémite de la part de ce parti, d'une partie de ce parti? Je dirais une partie d'une partie, on parle de deux personnes. Très concrètement, on parle d'une part de Naz Shah, qui est une députée britannique qui a posté quelque chose d'extrêmement choquant sur son Facebook, donc qui proposait que l'Israël soit transposé aux États-Unis, qu'il y a des propos antisémites et très problématiques, choquantes. Et deuxièmement, Levinson qui est venu défendre Naz Shah, avec qui il est proche, avec des propos également très choquants. Mais on parle de deux personnes. Et on ne parle pas non plus de Sadiq Khan. Donc il faut vraiment faire la part des choses. Et on a essayé de coller cette étiquette de radicaliste et d'antisémite à Sadiq Khan sans avoir fait aucun lien entre ses propos et des propos antisémites. Je vous donne un exemple. On a dit qu'il était proche d'un imam qui était proche des terroristes. C'est faux. D'ailleurs, cet imam a été pris en photo. Souleymane Gagny. Hein. Exactement. Alors, cet imam était pris en photo avec Zach Goldsmith lui-même. Et ce photo est apparu sur le Twitter du imam. C'est vrai qu'on l'a souvent vu à la tribune, enfin souvent, quelques fois en tout cas, à la tribune, avec des imams un peu controversés quand même. C'est quand même une réalité, ça. Disons que dans le milieu de Sadiq Khan, il fréquente des imams parce que c'est un musulman. Certains des imams ont des propos qui ont des fortes portées religieuses, mais il n'y a aucun lien entre lui et des radicalistes. Je pense que ce lien, il n'a jamais été établi et je pense que c'est choquant de la part des conservateurs de lui coller cette étiquette de radicaliste. On n'a jamais démontré ça. Cameron Buchanan, vous diriez également que cette campagne était délétère et est-ce que vous abondez dans le sens de ce qu'a fait également le Premier ministre britannique David Cameron, hein, qui a pointé du doigt justement Sadiq Khan, l'adversaire travailliste à Londres, et qu'il a accusé d'être proche des milieux islamistes radicaux, hein. Oui, ça a eu un effet, absolument. Mais alors, Corbyn n'était pas personne n'a parlé de Corbyn, même dans les travaillistes, même ici. Alors, il était ignoré ici, à cause de ces problèmes à Londres. Ici, c'est une campagne assez calme, assez respectueuse. Alors, et en espérant les conservateurs, moi je suis un conservateur, prend la deuxième position dans le Parlement pour la première fois. Parce que pour l'instant, SNP vont gagner, ça c'est sûr, mais on est vraiment très prêt à prendre les quelques sièges de Cameron Buchanan, vous restez, je comprends bien, sur l'Écosse, puisque vous êtes député écossais, mais vous avez quand même aussi une idée de la politique à l'échelle nationale. Est-ce que vous avez été choqué par les propos de votre Premier ministre, David Cameron, par les propos qui ont été tenus concernant justement Sadiq Khan et ses liens avec les mouvements islamistes radicaux? Est-ce que vous avez été heurté par ça? Oui, absolument. Non, ça a un effet ici dans notre campagne électorale, mais minimal. C'est pas parce que vraiment on est assez introvert. On a regardé un peu la campagne ici et pas du tout à Londres. C'est marrant cette campagne parce que c'était assez calme et l'effet à Londres n'était pas. On parle plus maintenant du référendum pour le marché commun. Catherine, alors on va en parler justement du Brexit tout à l'heure. Catherine Mathieu, qu'est-ce qui explique justement ce climat délétère, hein? Justement, pour moi en tout cas, encore une fois, comme les programmes proposés par les deux grands candidats à la mairie de Londres sont très proches. Donc on a parlé du logement au début de l'émission, hein, de la pénurie de logement à Londres, c'est un premier élément. Les deux candidats sont très pro-business, que ce soit du côté travailliste ou conservateur, donc veulent développer les affaires à Londres, faire une politique très favorable aux entreprises, souhaitent aussi développer le réseau de transport, souhaitent aussi avoir une Londres un peu plus verte, un peu moins de pollution. Et ils ont vraiment exactement la même trame, hein, avec tellement peu de différences qu'ensuite, au niveau des débats, que reste-t-il? Il faut trouver des éléments, enfin du moins c'est mon interprétation en tant qu'économiste. C'est difficile de trouver des éléments économiques où ils sont d'accord en fait, en gros. Et donc il faut trouver d'autres façons. Donc il y a des attaques personnelles finalement. Et donc finalement, ne reste plus... C'est du moins ce que montre la campagne de Londres, que des attaques personnelles. Vous n'êtes pas d'accord, Benrique, quand Catherine Mathieu dit que finalement les programmes sont les mêmes, que ce soit celui de Zach Goldsmith ou de Khan? Bon, on peut avoir les mêmes rubriques sans mettre la même chose dans les mêmes de ces rubriques. Donc je vous donne un exemple très concret. Le transport à Londres est extrêmement cher.
Et ça va jusqu'à 150 livres par mois pour une carte équivalente d'une carte Navigo en zone 6. Donc 150 livres, c'est plus de 200 euros. Les hausses des prix ont été sans cesse depuis l'arrivée de Boris Johnson au pouvoir. Et Sadiq Khan, c'est le seul candidat qui propose de geler ses coûts, ses prix pendant les 4 années à venir. Zac Goldsmith propose dans son plan une hausse supplémentaire de 17%. Donc, effectivement, il faudra aller chercher dans les détails, mais ces détails sont importants pour les Londoniens. 17%, ça représente une somme très importante pour la plupart des citoyens de Londres. Oui, donc vous dites qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes programmes, en tout cas d'un point de vue économique. C'est vrai, pour l'aspect transport, je sais que Sadiq Khan l'a beaucoup mis en avant dans sa campagne justement pour se différencier de Zac Goldsmith, mais pour moi, c'est quand même pas un élément qui va jouer de façon majoritaire dans le choix des Londoniens. Par exemple, en termes de politique de logement, tous les deux ont vraiment proposent le même type de mesures. Tous les deux disent aussi qu'ils n'augmenteront pas les impôts. Il y a vraiment des éléments qui sont très très proches. Donc après, la seule petite différence, effectivement, il y en aura peut-être deux en fait, si on veut être un peu plus précis, c'est effectivement la question des transports et puis le fait que aujourd'hui, Sadiq Khan propose de mettre en place un salaire de subsistance, un living wage. Il le soutient plus que Zac Goldsmith, mais en même temps, ce living wage il est aussi soutenu par le gouvernement conservateur aujourd'hui. Donc en fait, c'est vraiment que la ligne est très ténue finalement. Voilà, c'est très ténu et c'est pas ça, à mon avis, qui va permettre de départager les deux candidats. Exactement. En tout cas, celui qui est favori aujourd'hui, c'est le travailliste, en tout cas à Londres, Sadiq Khan. On va en reparler de cet homme qui a un parcours quand même un peu hors norme et qui, nous, vu d'Europe, évidemment, il n'y a aucun maire musulman dans aucune capitale européenne et ça en dit peut-être aussi long sur l'état d'esprit des Britanniques, sur ce qu'est aujourd'hui Londres. On en parlera dans la seconde partie de notre débat. On parlera également du Brexit pour savoir si les résultats, en tout cas de ces scrutins régionaux et locaux, peuvent peut-être donner une petite idée sur ce que sera le résultat du référendum le 23 juin. A tout de suite.